Donc, en un C'est mot, génial. professeur, je vous présente très vite et je vous donne la parole le plus tôt possible. Vous compléterez la présentation que je ferai de vous si vous le voulez. Et vous partez pour 30 minutes. Et ensuite, on a 30 minutes d'échange avec les participants, comme vous l'a Ah, expliqué Catherine. c'est parfait. Parfait, on y va. Professeur Majoris, commencez par vous présenter. Léonard Valenzel va revenir. Je ne sais pas, il a dû avoir un problème. Ah, voilà. Sa connexion n'a pas l'air très bonne. Excusez-moi. Non, j'appuie sur un mauvais bouton. Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes très nombreux encore ce soir pour notre webinaire mensuel 30 minutes avec. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Steve Majerus, qui nous vient donc de l'Université de Liège et qui est un expert en neuropsychologie, à la fois fondamentale et appliquée. Je vais lui laisser compléter ma brève présentation. Le concept est toujours le même. Nous avons 30 minutes pour la conférence de Steve Majerus, au bout de laquelle vous pourrez poser vos questions par le biais du chat. Bien entendu, un replay sera accessible, donc pas de panique si votre connexion n'est pas bonne. Et puis, nous avons avec nous Catherine Racure et Edwige de Maigret, qui sont nos anges gardiens virtuels. Donc, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à nous le faire savoir et elles vous aideront dans la mesure du possible. Le chat reste un espace de parole et de travail. Ça n'est pas un forum et donc on y conserve les mêmes règles de courtoisie et de respect que dans la vie réelle. Voilà, je vous souhaite une excellente formation. Professeur Majerus, je vais débrancher mon micro et je reste avec vous. Bonne formation, professeur. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette heure de la journée pour vous informer sur le rôle de la mémoire de travail dans les troubles des apprentissages. Je vais essayer en 30 minutes de vous transmettre l'essentiel des connaissances que nous avons actuellement dans ce domaine, mais je suis certain qu'il y aura des questions qui vont rester en suspens, donc n'hésitez pas à me les poser à la fin de l'exposé. Avant d'entamer la question des troubles de la mémoire de travail dans les troubles des apprentissages, il faut d'abord s'intéresser à la mémoire de travail en tant que telle, c'est-à-dire à son rôle de manière générale dans les apprentissages. En fait, la mémoire de travail sert surtout à maintenir actif au moment présent des informations. En fait, un meilleur terme serait mémoire du présent. La mémoire de travail, c'est cette capacité qui nous permet de garder dans un format actif, dans un format conscient, un nombre limité d'informations afin de travailler ces informations, de manipuler ces informations. Et donc, cette fonction, elle est vitale, elle est impliquée dans toutes les situations où de l'information doit être traitée en direct, maintenue pendant quelques secondes, et puis des réponses doivent être données en fonction des consignes, en fonction des contraintes, en fonction du contexte. Donc, la mémoire de travail pour l'enfant, elle est impliquée dans la rétention de nouvelles informations, rétention temporaire de nouvelles informations, y compris surtout les consignes. Dans un cadre scolaire, la mémoire de travail est d'abord sollicitée juste pour stocker les consignes que l'instituteur a données, les explications que l'enseignant a données. Donc, la mémoire de travail est d'abord fondamentale juste pour suivre les apprentissages. Ensuite, la mémoire de travail nous permet de maintenir une première forme d'une nouvelle information, le temps de l'encoder et le temps aussi de permettre de la répéter pour finalement la transformer en représentation plus durable. Donc, dans les premières étapes de l'apprentissage, que ce soit de l'apprentissage du vocabulaire ou de l'apprentissage de la lecture, la mémoire de travail est impliquée. La mémoire de travail, évidemment, nous permet aussi de faire toute une série de traitements d'avantages numériques, donc tout ce qui est calcul mental, raisonnement, dépend également de la mémoire de travail. Ce qui fait que la mémoire de travail est un des meilleurs prédicteurs en réalité de l'intelligence fluide. Et les faiblesses de la mémoire de travail sont très souvent liées à un échec scolaire. D'où évidemment la question évidente, qu'en est-il des troubles de la mémoire de travail dans les troubles des apprentissages. Les troubles des apprentissages tels que la dyslexie, dyscalculie, et je vais me limiter uniquement à ces deux troubles des apprentissages pour des raisons de temps ce soir.
Dans quelle mesure est-ce que dans ces troubles, on a aussi des déficits de la mémoire de travail et dans quelle mesure est-ce qu'ils vont contribuer aux difficultés de ces enfants? Sur base de tout ce que vous avez déjà entendu, il semble évident que si des déficits de la mémoire de travail sont présents, ils ne vont pas faciliter les capacités de calcul, ils ne vont pas faciliter les capacités de lecture auprès de ces enfants. Ici, je vous présente une étude relativement récente de ma collègue Susan Gathercole de Cambridge qui a réalisé une étude épidémiologique pour connaître de manière plus précise le taux d'incidence des troubles de la mémoire de travail dans les troubles des apprentissages tels que la dyslexie et la dyscalculie. Mais elle a observé que la fréquence des troubles de la mémoire de travail est 2 fois supérieure à la fois dans la dyslexie et dans la dyscalculie par rapport aux faiblesses de mémoire de travail qu'on peut observer dans la population tout venant. Vous voyez ici que les taux de fréquence en fait sont 2 fois supérieurs auprès des sujets qui ont des difficultés ici de lecture par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc, la mémoire de travail est certainement un aspect auquel il faut s'intéresser de manière absolument fondamentale dans le cas des troubles d'apprentissage. Mais d'abord, on doit comprendre ce que c'est que cette mémoire de travail. En fait, la mémoire de travail n'existe pas en tant que telle. Il n'y a pas une boîte dans notre cerveau qui serait la boîte de la mémoire de travail. La mémoire de travail, en fait, dépend elle-même d'une série de sous-fonctions. En fait, la spécificité de la mémoire de travail, c'est de faire travailler ensemble, de mettre en synchronie différents sous-systèmes que je vais expliquer dans quelques instants. Et c'est peut-être cet aspect qui fait que aussi que la mémoire de travail est tellement prédictive des apprentissages, mais aussi de l'intelligence fluide de manière plus générale. En fait, des tâches mémoire de travail qui semblent simples, répéter une série de chiffres, ça semble une tâche très élémentaire, mais en réalité cette tâche va recruter de nombreux systèmes cognitifs en même temps, et c'est ça qui rend cette fonction tellement complexe, mais aussi c'est ça qui rend cette fonction tellement essentielle dans le traitement cognitif. Quels sont les 3 sous-systèmes qui sont impliqués? D'abord, il y a l'attention. Un premier élément important de la mémoire de travail, c'est l'attention, le contrôle exécutif. Pour encoder des informations, il faut d'abord y prêter attention. Vous ne saurez pas maintenir à court terme des informations auxquelles vous n'avez pas prêté attention. Donc, le premier filtre en termes de capacité de la mémoire de travail, ce sont vos capacités attentionnelles et vos capacités de contrôle exécutif de manière plus générale. Ensuite, un deuxième pilier, surtout pour la mémoire de travail verbale, mais c'est aussi vrai pour la mémoire de travail visuelle. Un deuxième pilier, paradoxalement, sont les connaissances en mémoire à long terme. En fait, une information qui est très familière peut être beaucoup plus facilement activée et maintenue en mémoire de travail qu'une information peu familière. C'est la fameuse différence entre mots et pseudomots, par exemple. Votre rampant pour des mots familiers va être autour de 5. Par contre, l'emprunt pour des mots que vous connaissez pas encore, les mots d'une langue étrangère et que vous maîtrisez pas du tout, votre emprunt ne va pas être de 5, il va être de 2, voire moins. Et donc, les connaissances en mémoire à long terme, et dans ce cas-ci, les connaissances linguistiques, les connaissances phonologiques, sémantiques, vont intervenir également de manière majeure. Plus l'information est familière, plus facilement l'information peut être stockée en mémoire de travail. Donc, deuxième système, c'est le système des connaissances en mémoire à long terme, dans ce cas-ci, le système langagier qui intervient. Troisième système, un système qui a été relativement récemment découvert, c'est un système qui permet non seulement de stocker les informations, mais également leur ordre. Et le reste de mon exposé va être centré de manière relativement spécifique sur cet aspect-là. En fait, maintenir des informations, c'est bien, mais maintenir l'ordre des informations, c'est également bien et dans certains cas extrêmement important. Quand vous devez maintenir des séries de chiffres d'un calcul, mais ce ne sont pas juste les chiffres qui sont importants. L'ordre des chiffres est fondamental et l'ordre des chiffres par rapport aux opérateurs, par rapport aux parenthèses. Et donc, maintenir l'ordre des événements est une capacité fondamentale qui repose sur des mécanismes spécifiques qu'on connaît encore relativement mal, mais en tout cas, on sait que ces mécanismes sont distincts des mécanismes qui permettent de maintenir les informations en tant que telles, où là, les connaissances en mémoire à long terme interviennent de manière importante. Et
La capacité à maintenir l'ordre des informations est également distincte de l'attention du contrôle exécutif, en tout cas dans une certaine mesure. Au niveau cérébral, on a également observé à la fois chez l'adulte et chez l'enfant tout venant des circuits séparés pour le maintien des mots en tant que tels, ce qu'on va appeler l'information item, c'est-à-dire juste savoir qu'une information était présente et que c'était bien cette information-là et pas une autre. Donc, les aspects items sont caractérisés par des substrats cérébraux distincts des aspects sériels. C'est des aspects qui vous permettent aussi de maintenir l'ordre dans lequel les informations ont été présentées. Ici, vous voyez dans une étude de ma collaboratrice Lucie Atou des circuits cérébraux distincts. En vert, vous avez les circuits impliqués dans le maintien des aspects sériels. En rouge, vous avez les régions impliquées dans le maintien des aspects items. En jaune, bien sûr, les parties de réseau qui se chevauchent. Et vous voyez ici, surtout en vert, des régions frontales et surtout pariétales postérieures, pariétales à droite, à gauche, qui sont relativement spécifiques au maintien de l'ordre des informations par rapport au maintien des aspects items. Et ce circuit frontopariétal impliqué dans le maintien des aspects sériels apparaît progressivement au cours du développement et on le voit particulièrement bien à partir de 9 ans. Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser particulièrement à cet aspect sériel de la mémoire de travail? Mais parce que toute une série d'autres études ont montré que les tâches mémoire de travail qui maximisent surtout le maintien et la restitution des aspects sériels, mais ce sont ces tâches-là qui prédisent le mieux les capacités d'apprentissage dans toute une série de domaines, dont l'apprentissage lexical, l'apprentissage des premiers moments d'apprentissage de lecture et également le calcul mental. Donc, tous ces aspects qui nous intéressent dans la dyslexie, dans la dyscalculie, pourraient dépendre de manière particulièrement importante de cette mémoire sérielle. Pourquoi? Mais parce que les traitements impliqués dans la lecture et les traitements numériques sont d'abord des traitements séquentiels. Les premiers rudiments de lecture et les premiers calculs mentaux sont des traitements qui vont se faire de manière séquentielle et qui nécessitent aussi de maintenir des séquences temporaires de lettres qu'il faut décoder, lettre par lettre, des séquences temporaires de chiffres dans un calcul mental. Toutes ces opérations nécessitent pas juste de maintenir les informations, mais surtout aussi de maintenir l'ordre des informations. Et si cet aspect sériel est déficitaire, plus particulièrement dans la dyslexie et dans la dyscalculie, mais alors ça devrait impliquer des difficultés encore plus importantes chez l'enfant qui aura déjà des problèmes d'acquisition de la lecture, des problèmes de traitement numérique. Et si en plus ces capacités de mémoire de travail sont limitées, surtout pour les aspects les plus fondamentaux dans ces apprentissages, la situation va évidemment encore être plus difficile pour l'enfant. Et donc, dans une série d'études, on s'est intéressé à cet aspect sériel de manière plus spécifique pour voir dans quelle mesure cet aspect est également altéré ou non. Une première série d'études s'est intéressée à la dyslexie, où on sait que les déficits de la mémoire de travail sont présents. D'ailleurs, je vous l'ai montré en début de mon exposé, et surtout ils sont durables. Donc, ces déficits vont accompagner les enfants jusqu'à l'âge adulte. On les observe encore très bien chez les sujets adultes avec un passé de dyslexie. Même les étudiants dyslexiques universitaires, ils vont présenter des faiblesses au niveau de leur mémoire de travail. Et la question qu'on a explorée de manière plus précise, c'est de savoir, mais quel aspect de la mémoire de travail est finalement altéré? Est-ce que tous les aspects sont altérés ou est-ce que l'aspect sériel est altéré de manière plus spécifique? Pour l'aspect item, on peut s'attendre à un déficit. On sait que dans la dyslexie, il y a aussi des problèmes phonologiques. Les problèmes phonologiques vont rendre plus difficile aussi l'encodage et le maintien des informations phonologiques au mémoire de travail. Donc, les aspects item, surtout item phonologique, on s'attend qu'à un déficit. Mais la question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y a un déficit plus général qui inclut également les aspects sériels? Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a encore un aspect supplémentaire auquel il faut faire attention dans les évaluations et dans les prises en charge. Ici, je vous présente de manière synthétique les résultats des études qui ont été observées dans plusieurs équipes de recherche
pas juste dans mon équipe à Liège, mais dans plusieurs équipes à travers le monde maintenant. Et ces études montrent de manière relativement consistante qu'il y a bien des difficultés dans les tâches de travail qui mesurent davantage les aspects items, et je vais vous expliquer ces tâches dans quelques instants, mais on observe également des difficultés dans les aspects sériels, difficultés qui sont parfois même plus importantes que les difficultés au niveau item. Comment est-ce qu'on peut mesurer ces aspects item et sériels de manière séparée? Parce qu'on me dit, bah, quand il faut maintenir une série de mots, on tient les mots, on retient leur ordre, les deux sont liés, oui, tout à fait. Mais il y a moyen de les dissocier avec des tâches spécifiques. Ici, je vous présente une tâche qu'on utilisait auprès des enfants les plus jeunes, une tâche présentée sous forme de jeu, une tâche en fait qui permet de maximiser l'ordre sériel, qui est présenté sous la forme d'un jeu où il y a des animaux qui font des courses, et l'enfant entend dans son casque une série de noms d'animaux. On lui explique voilà, que c'est l'ordre d'arrivée des animaux dans cette course. Le premier, c'est le vainqueur, et puis le deuxième, c'est celui qui est juste derrière, et ainsi de suite. Donc, on présente tout ça sous forme d'histoire pour que l'enfant comprenne aussi ce qu'on veut dire par ordre. On commence par des séries courtes de 3 animaux et puis on augmente la longueur. Après chaque série, on donne à l'enfant des cartes, uniquement des cartes qui comportent une image des animaux qui étaient contenus dans la séquence, et l'enfant doit utiliser ces cartes pour les remettre dans l'ordre, c'est-à-dire pour les positionner sur le podium du vainqueur en fonction de l'ordre d'arrivée que les enfants ont entendu dans le casque. Dans l'exemple présent, les enfants vont entendre loup, coq, chien, on leur donne les cartes de ces 3 animaux, évidemment pas dans cet ordre-là, et puis ils doivent positionner les animaux dans l'ordre de présentation de la séquence sur le podium du vainqueur. C'est une tâche qui est administrable à partir de l'âge de 4 à 5 ans. Mais cette tâche maximise l'ordre parce qu'il n'y a que l'ordre qui change. Les animaux sont toujours les mêmes dans les différentes séquences. C'est surtout l'ordre des animaux qui change. Au moment du rappel, on leur donne les animaux, donc l'information item, elle est disponible, et c'est surtout l'ordre qui doit être maintenu et reconstruit. Et alors, on a l'équivalent au niveau item, c'est la tâche des portes du château. Ici, il y a une seule information, mais une information difficile qui doit être maintenue, des non-mots courts pour minimiser justement encore plus les aspects sériels, des non-mots qui doivent être restitués après quelques secondes. Et de nouveau, la tâche est présentée sous forme de jeu. On raconte à l'enfant une histoire concernant un chevalier dans un château qui doit libérer une princesse qui est cachée dans une pièce. Et pour arriver à cette pièce, il faut ouvrir des portes, et ces portes s'ouvrent par des mots magiques qui sont présentés quand une porte apparaît, et il faut répéter ce nom-mot correctement pour ouvrir la porte et pour arriver à la princesse. Cette tâche maximise le maintien des informations item phonologiques. Les aspects sériels sont minimisés ici parce qu'il y a un seul item à mémoriser, et en plus l'item est court. C'est toujours un nom-mot de type consonne, voyelle, consonne. Donc on peut mettre en évidence des déficits sériels item spécifiques en utilisant ce type de tâche, ou alors d'un point de vue expérimental avec des sujets plus adultes, des tâches de reconnaissance comme celle-ci, où on présente des séries de 4 mots, et il faut soit retenir l'ordre des mots ou l'identité des mots. Dans la condition ordre, c'est toujours les mêmes mots qui apparaissent, puis au moment du rappel, ou plutôt la reconnaissance, on va présenter 2 mots de la liste. Le sujet sait à l'avance que ce soit des mots de la liste, et puis il doit décider si ce mot-là, le balcon ici, avait été présenté avant coutume dans la liste. Donc les mots sont bien les mots de la liste, c'est juste l'ordre qui doit être reconnu. Dans la condition item, on va présenter le même type de mots pour l'encodage. Par contre, au moment de la reconnaissance, on va présenter un ou plusieurs mots très proches d'un des mots cibles. Donc, par exemple, coutume était dans la liste, et on va présenter ici couture. Et donc ici, il faut maintenir une représentation phonologique et orthographique, dans ce cas-ci, très précise pour pouvoir réaliser la reconnaissance correcte. Et on peut même faire la même chose au niveau visuel.
avec cette fois-ci des visages, où de nouveau le principe est le même, il faut soit maintenir l'ordre des visages, ou il faut maintenir l'identité des visages. Et en administrant ce type de tâches à des sujets dyslexiques, ici c'était des adolescents et jeunes adultes avec un passé de dyslexie, c'est qu'on observe d'abord dans les conditions verbales, on va avoir un déficit à la fois au niveau item et au niveau ordre, ce qui est tout à fait cohérent avec nos hypothèses. De manière très intéressante, dans la condition visuelle, on ne va pas avoir de déficit au niveau item, et d'ailleurs on ne serait pas attendu un déficit à ce niveau-là. Les traitements visuels, en tout cas les traitements visuels perceptuels de base, en principe, sont altérés dans la dyslexie, sont préservés plutôt dans la dyslexie prototypique, et donc ne va pas avoir d'impact sur les tâches de travail non plus. Et effectivement, les aspects items sont préservés. Par contre, de manière intéressante, les aspects sériels sont également altérés dans les conditions visuelles. Ceci a d'ailleurs été reproduit dans d'autres équipes également. Ce qui montre que les traitements sériels sont vraiment des traitements à part. Ils ne sont pas spécifiques à la modalité verbale, mais ils reposent également sur des mécanismes plus transversaux de la mémoire de travail. Et malheureusement, comme on le voit ici, ces aspects sont également altérés dans la dyslexie, restent altérés jusqu'à l'âge adulte. Et cette altération au niveau du maintien des aspects sériels en mémoire de travail dans la dyslexie sont liés à une sous-activation des régions pariétales dont je vous ai parlé il y a quelques minutes. Je vous ai parlé d'un réseau fronto-pariétal qui est impliqué dans le maintien de l'ordre des informations, et ce réseau est effectivement sous-activé chez des adolescents, de jeunes adultes dyslexiques, en accord avec aussi leur performance comportementale plus faible dans ces tâches. Donc, pour résumer ce qu'on a observé dans les études concernant la mémoire de travail dans la dyslexie jusqu'à présent, mais c'est qu'il y a d'abord un déficit au niveau du maintien des représentations verbales, surtout au niveau phonologique, en lien probablement avec les problèmes aussi de traitement phonologique dans la dyslexie. Donc, ce déficit-là, il était attendu. Par contre, on observe également un déficit plus général au niveau du traitement de l'ordre sériel, un déficit qui est transversal, qu'on observe également dans les tâches visuelles. Cet aspect est très, très important parce que ça veut dire que l'enfant dyslexique va avoir des difficultés, pas juste au niveau des traitements phonologiques, pas juste au niveau de lecture, mais il va aussi des difficultés à encoder, à maintenir des informations séquentielles, et ceci non seulement au niveau verbal, mais au niveau spatial. Et donc, ces difficultés vont avoir des répercussions supplémentaires au niveau des apprentissages. Maintenant, qu'en est-il de la dyscalculie? Donc, on a abordé le même type de questions dans la dyscalculie. Donc, je vous ai dit en début d'exposé, dans la dyscalculie, tout comme dans la dyslexie, les troubles de mémoire de travail sont très fréquents, 2 fois plus fréquents que dans la population générale. Dans la dyscalculie, il y a toute une série d'études qui ont montré que les aspects attentionnels et exécutifs sont déjà altérés. Parfois aussi des aspects de traitement à court terme, de maintien à court terme des aspects visuospatiaux. Donc, on a déjà toute une littérature qui nous montre qu'une partie des aspects de la mémoire de travail sont altérés, donc sont les aspects attentionnels, exécutifs et aussi visuospatiaux. La question qu'on s'est posée, est-ce qu'il y aurait également un problème au niveau sériel, étant donné l'importance des aspects sériels également dans le traitement des séquences, y compris des séquences numériques. On a administré le même type de tâches dans la dyscalculie qu'on a administré auprès des sujets dyscalculiques, et ce qu'on a observé dans la dyscalculie, mais dans la dyscalculie, les aspects items, eux, étaient préservés au niveau verbal, et donc ça c'est en accord de nouveau aussi avec ce qu'on connaît de la dyscalculie. Les aspects items, si vous avez bien compris la logique de nos recherches, les aspects items devraient dépendre davantage des aspects verbaux qui en principe sont préservés, en tout cas dans la dyscalculie pure. Et donc,
un déficit au niveau item, on ne s'y attendait pas et effectivement, on ne l'observait pas. Par contre, les aspects sériels étaient de nouveau altérés et ceci de manière relativement importante. On a pu montrer ça dans plusieurs études, mais c'est peut-être pas tout à fait la même chose que dans la dyslexie. Au niveau comportemental, le déficit au niveau des aspects sériels, il est répliqué via différents paradigmes. Et si vous avez de nouveau une autre étude qui montre la même chose, mais qui montre également qu'il y a des problèmes peut-être plus généraux au niveau du jugement ordinal de manière plus générale. On a administré également une tâche de jugement de l'ordre alphabétique où il fallait simplement décider si F, C était présenté dans le bon ordre alphabétique ou pas. Et là, des difficultés, même si bien moindres, apparaissaient. Et surtout, les difficultés au niveau du jugement alphabétique et des jugements ordinaux en mémoire de travail étaient de nouveau associés à des anomalies au niveau cérébral, mais par contre, pas du tout dans les mêmes régions que pour nos sujets dyslexiques. Cette fois-ci, on était davantage dans les réseaux frontaux associés au traitement sériel, dans les parties frontales moyennes, qui pourraient être davantage impliquées, pas dans la représentation des aspects sériels en tant que tels, mais vraiment dans le maintien contrôlé et aussi la comparaison des informations ordinales en mémoire de travail. La question n'est pas encore complètement résolue. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi un problème de mémoire de travail sériel dans la dyscalculie qui risque d'entraver encore plus les capacités d'apprentissage de dyscalculie. Donc, de nouveau, on n'a pas juste un problème de calcul, de traitement numérique, mais on a aussi un problème de maintien plus général qui peut-être peut expliquer en partie les difficultés de traitement numérique, mais je vais y venir dans quelques instants, certainement pas toutes les difficultés et certainement pas les difficultés chez tous les sujets. Donc, juste pour résumer la partie dyscalculie, donc on a clairement des difficultés déjà au niveau attentionnel que j'ai moins abordé ici, mais il y a beaucoup d'autres études qui ont montré que les aspects plus exécutifs de la mémoire de travail sont altérés dans la dyscalculie, mais on voit que ces déficits ont également des répercussions sur le traitement de l'ordre sériel, où les aspects frontaux, les parties frontales impliquées également dans les réseaux du traitement des aspects sériels en mémoire de travail sont également altérés. Maintenant, la question évidemment importante, est-ce que ces déficits de la mémoire de travail sérielle serait une sorte de cause commune des troubles d'apprentissage qui pourrait mener à la fois vers la dyscalculie et la dyslexie? Si c'est le cas, on devrait observer de manière systématique une co-occurrence de la dyslexie et de la dyscalculie. Il est vrai que cette co-occurrence existe, elle est même fréquente, mais on a aussi toute une série de situations où la dyslexie et la dyscalculie peut apparaître de manière pure. Donc, une cause commune, unique, c'est peu probable, et que ce soit la mémoire de travail sérielle, c'est encore moins probable. Et je vais vous illustrer cela via une étude très récente qui est en préparation, une étude réalisée en collaboration avec Sarah Wokori et mes collègues de l'Université de Rennes, notamment Nathalie Marek-Breton, où on s'est intéressé davantage à l'hétérogénéité possible des déficits de la mémoire de travail au sein d'un syndrome des troubles d'apprentissage, au sein de la dyslexie. Et donc ici, ce que je vous présente pour 25 enfants âgés de 10 à 14 ans, qui présentent, en fait, comme vous le voyez ici, tous des déficits de mémoire de travail. Je vais vous guider à travers le graphique. Donc ici, vous avez des scores Z composites pour les mesures item. Ici, vous avez les scores Z composites pour les mesures sérielles. Donc, plus vous êtes bas ici, plus vous avez un déficit important au niveau sériel. Ici, ce serait un score Z de -4. Plus vous êtes situé ici à gauche, plus vous aurez un déficit spécifique au niveau item. Si vous vous situez ici, ici le croisement 0,0, c'est quand vous êtes dans la moyenne.
si vous vous situez ici, bah, là vous êtes au-dessus de la moyenne. Ce qu'on observe, c'est qu'aucun enfant, d'abord, ne va avoir des performances clairement au-dessus de la moyenne. Donc, vous voyez d'abord que tous les enfants vont se situer clairement en dessous de la moyenne, pas nécessairement toujours dans une zone qui reflète un déficit, ils ne sont pas tous à moins 2 écarts types au niveau de leur score composite, mais ils sont tous clairement quand même dans la moyenne faible, et puis pour toute une série d'autres enfants, clairement dans une zone déficitaire. Donc, c'est pas du tout une distribution normale. Distribution normale, on aurait des points distribués de manière égale autour du point 0,0 ici. Vous voyez qu'on est clairement en dessous de ce point 0,0. Et alors, quand vous analysez les performances de manière plus détaillée, mais vous voyez des petits sous-groupes. Il y a un sous-groupe ici qui a des déficits particulièrement spécifiques et importants au niveau sériel. Donc ici, vous avez des sujets qui ont des scores composites presque de -4, donc ils sont à -4 écarts types de la moyenne pour leur performance au niveau des tâches sérielles. Donc des déficits vraiment sévères. Avec des déficits au niveau item beaucoup moins sévères, vous avez ici par exemple un enfant qui au niveau item a des performances tout à fait dans la moyenne. Et ces enfants sont, je dirais, relativement nombreux. Vous avez au moins 7 enfants qui ont ce déficit sériel relativement spécifique. Ensuite, vous avez 4 enfants qui ont un déficit plus spécifique au niveau item. Mais déjà, ce groupe est un peu moins nombreux. Et les déficits sont aussi moins prononcés. Le déficit item le plus sévère, il est à -2 écarts types de la moyenne. Donc, vous voyez que les déficits item spécifiques sont possibles, mais ils sont moins sévères. Donc, majoritairement, ce qui ressort de ces graphiques, c'est quand même d'abord un déficit sériel surtout plus important quand il est présent. Et puis ensuite, vous avez 3 enfants ici, avec à la fois des déficits item et sériels relativement importants. Et puis le reste des enfants se situe dans cette zone ici, où on n'est pas dans une zone de déficit, mais néanmoins, on est quand même à la fois pour les mesures item et sérielles, chaque fois en dessous de la moyenne, en dessous des performances normales. Donc, hétérogénéité, certainement oui. Donc, au sein de cette population de 25 enfants avec dyslexie, on voit clairement qu'il y a toute une série d'enfants qui ont ce déficit sériel, et ceci de manière même très marquée. Mais en même temps, tous les enfants n'ont pas ce problème sériel. Donc, on ne peut pas considérer que le problème sériel serait un facteur vraiment causal important de la dyslexie. Il faut plutôt considérer les problèmes de travail sériel comme un facteur de risque pour avoir des troubles d'apprentissage, mais un facteur qui ne va pas nécessairement mener directement vers une dyslexie ou une dyscalculie. Il faut la conjonction probablement avec d'autres difficultés, comme par exemple des troubles phonologiques, pour que finalement l'enfant glisse dans la catégorie des dyslexiques. Par contre, s'il a un problème de travail sériel important sans avoir un trouble phonologique, bah, probablement qu'il va avoir des troubles d'apprentissage, mais plus généraux. Ce sera un apprenant pas très performant, quelqu'un qui va être en échec scolaire, mais de manière probablement plus générale. Donc voilà, en synthèse, sur ce court exposé que j'ai pu vous donner, qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, sur base de cette architecture multidimensionnelle de la mémoire de travail, on voit que tous les aspects ne sont pas altérés de la même manière et pas de la même manière à travers les différents syndromes. Dans la dyslexie, on va avoir des difficultés surtout au niveau des aspects item phonologiques et des aspects sériels. Dans la dyscalculie, on va avoir des problèmes au niveau attentionnel exécutif mais également au niveau sériel. Reste la question si les difficultés sérielles sont exactement les mêmes dans la dyscalculie et la dyslexie. En tout cas, les difficultés sont là, et quand elles sont là, on l'a vu, elles sont relativement sévères, mais de nouveau aussi, ces déficits ne vont pas nécessairement caractériser tous les enfants avec dyslexie et dyscalculie. D'où, en conclusion, l'importance d'une évaluation cognitive approfondie. Faire juste un empan de chiffres n'est pas suffisant pour comprendre la nature des déficits de la mémoire de travail dans la dyslexie et dans la dyscalculie. L'empan de chiffres va être utile parce qu'il va
nous renseigner sur une diminution fonctionnelle générale des capacités de la mémoire de travail. Mais une fois que ces déficits ont été mis en évidence, il faut aller plus loin pour connaître de manière précise le type de déficit. Pourquoi est-ce important? Mais si le déficit est davantage au niveau sériel, il risque d'avoir des difficultés d'apprentissage encore plus importantes, étant donné que toute une série d'études ont montré chez l'enfant tout venant l'importance des capacités de mémorisation sérielle pour toute une série d'apprentissage. Et le type de déficit va aussi déterminer la prise en charge. Par exemple, un enfant qui a un problème surtout de maintien au niveau phonologique, entraîner ses capacités de maintien au niveau sériel, cela n'aura pas beaucoup de sens. Vous risquez de passer complètement à côté de votre cible. Et inversement, un enfant qui a des problèmes sériels, alors que vous entraînez surtout le maintien d'informations sans tenir compte de l'ordre, vous risquez d'entraîner un aspect qui lui pose pas de problème et du coup, l'enfant risque de ne pas bénéficier de sa prise en charge. Donc, il est extrêmement important de tenir compte de l'individualité de chaque enfant, à la fois pour bien comprendre la nature du déficit, aussi pour pouvoir bien orienter la prise en charge, et puis aussi pour pouvoir donner les bons conseils au niveau de l'accompagnement scolaire. Voilà, je vais m'arrêter ici. Et si vous avez des questions, il nous reste, je pense, suffisamment de temps pour que je puisse vous répondre. Merci de votre attention. Merci beaucoup, professeur Majerus, pour cet exposé tout à fait clair et qui donne des idées déjà à beaucoup de nos participants, puisqu'il y a plusieurs questions qui nous sont parvenues pendant votre exposé. Donc, il nous reste un petit peu moins de 25 minutes pour se livrer au jeu des questions-réponses. Donc, je vais vous lire les premières questions qui nous sont parvenues. La première s'adresse directement à vous-même. Avez-vous établi un outil process public ou édité qui permette de poser l'hypothèse que la mémoire sérielle est atteinte? Oui, donc c'est vrai que ce que j'ai mis, je pense que j'ai pas mis de lien. Oui, si, oui, il y a les liens, je pense, sur Webikio vers mon site internet. Effectivement, sur mon site internet, il y a un onglet outils, et dans cet outil, il y a toute une série de tâches qui sont disponibles librement, avec des normes encore limitées, mais en tout cas, oui, il existe toute une série d'instruments. D'ailleurs, une partie des outils que j'ai présentés ici, que vous pouvez utiliser pour l'évaluation. Merci, professeur. Alors, on va aller chercher le lien pour vous le copier-coller dans le chat. Comme ça, vous l'aurez tous et vous pourrez accéder à cet outil. Deuxième question. Bonjour, a-t-on contrôlé les comorbidités de type TDAH chez ces enfants? Oui, donc dans les études que moi j'ai présentées, ces aspects ont été contrôlés. Les enfants qui avaient une comorbidité, dyslexie, TDAH, n'étaient pas inclus dans notre étude. Mais bien sûr, le TDAH, c'est un autre aspect très très important de la question que j'ai développée ici. Les difficultés auxquelles on doit s'attendre dans le TDAH sont d'abord des difficultés davantage au niveau des aspects attentionnels et exécutifs, donc du contrôle attentionnel en fait en mémoire de travail. Et d'ailleurs, toute une série d'études ont montré que dans le TDAH, les difficultés sont à ce niveau-là. Et donc, ça veut dire qu'un enfant dyslexique qui a une comorbidité avec le TDAH risque d'avoir des difficultés additionnelles, effectivement, au niveau du contrôle attentionnel et également de cet aspect dans les tâches du travail. Tout à fait. Donc, c'est un autre aspect, évidemment, qu'il faut également évaluer. Très bien. Je passe à la question suivante. Ces difficultés au niveau sériel sont mises en lien avec difficultés neurovisuelles, calibrage des saccades, etc. Oui, disons que on vient seulement de lancer des études en utilisant l'eye tracking pour voir effectivement les aspects davantage visuels impliqués au niveau des aspects sériels. Ceci dit, il pourrait y avoir un lien. Par exemple, les réseaux fronto-pariétaux qu'on a mis en évidence impliquent une région, impliquent le frontal eye field qui effectivement est lié au contrôle oculaire. Mais bon, selon certains auteurs, les traitements séquentiels, voire l'attention sérielle,
découlerait d'abord effectivement de ces traitements visuels et surtout l'interaction entre action et vision. Mais bon, voilà, ça c'est encore toute une question à part. Il y a effectivement une hypothèse que les traitements sériels seraient liés à des traitements spatiaux. En fait, on s'est rendu compte que les informations qui apparaissent tôt dans une liste sont plutôt latéralisées mentalement à gauche. Donc, si vous devez vous souvenir des premiers éléments d'une liste, mais on a observé que votre attention va être biaisée vers la gauche. Quand vous devez restituer les derniers éléments d'une liste, votre attention va être biaisée vers la droite. Donc, oui, effectivement, il y a interaction entre aspects au moins spatiaux et aspects sériels. Mais les déficits sériels, on les observe aussi dans les tâches purement auditives. Et par exemple, la course des animaux, c'est une tâche d'abord purement auditive. Les séquences sont présentées auditivement. Et donc, les aspects neurovisuels, en tout cas pour cette tâche-là, ne peuvent pas expliquer les difficultés observées. Merci beaucoup. Alors, pour tout le monde et pour votre information, Florence Roger, notre super Florence, salut Flo, a copié-collé à 18h38 le lien vers votre site internet de manière à ce que vous puissiez aller voir l'outil dont il est question. Je passe à la question suivante. J'ai compris que lorsque les items sont proposés sous forme d'image, le traitement sériel est moins déficitaire que lorsque les items sont présentés sous forme verbale. Est-ce qu'un travail sur le calepin visio-spatial pourrait améliorer le traitement sériel ? Non, je sais pas tout à fait ça. Donc, ce qu'on a mis en évidence, les traitements sériels sont tout aussi altérés en visuel qu'en verbal, comme vous le voyez ici. Donc, le déficit pour reconnaître l'ordre des visages est tout aussi important que le déficit pour reconnaître l'ordre des mots. Par contre, en tout cas dans notre échantillon, les sujets dyslexiques, au niveau item, ils avaient du mal aussi à savoir quel mot avait été présenté. Par contre, ils n'avaient pas de difficulté à reconnaître quel visage avait été présenté. Donc, la reconnaissance de l'identité des informations visuospatiales semble préservée. Par contre, la reconnaissance de l'ordre des informations visuospatiales n'a pas l'air plus préservée en visuel qu'en verbal. Donc, utiliser le visuel pour pallier au verbal, pour les aspects sériels, ce n'est probablement pas une bonne stratégie. Très bien. Anthony posait la question suivante. Bonsoir, merci pour cette présentation très claire. Peut-on réduire efficacement la mémoire de travail malgré l'aspect durable de ces troubles? Si oui, doit-on se concentrer en premier lieu sur ces aspects sériels, par le moyen de stratégies de compensation ou simple entraînement? Est-ce que les modalités visuelles vs auditivo-verbales ont leur importance? Alors, on va les prendre dans l'ordre. Peut-on rééduquer efficacement la mémoire de travail malgré l'aspect durable de ces troubles? Donc, ça évidemment, c'est la grande question. Il y a eu toute une littérature récente sur la stimulation de la mémoire de travail avec des outils informatisés comme Cogmet par exemple. Les études ont montré que, voilà, chez l'enfant, effectivement, qui a des troubles plutôt développementaux, ces rééducations sont relativement peu efficaces. C'est-à-dire, l'enfant va s'améliorer dans les tâches entraînées, mais cette amélioration ne va pas se transmettre sur d'autres tâches de travail et surtout ne va pas se transmettre sur ses performances dans la vie de tous les jours. Ceci dit, ces études, voilà, utilisent des rééducations relativement généralistes, ne tiennent justement pas compte des profils individuels des enfants. Et donc, si une rééducation est efficace, ben elle doit, ou pour qu'elle ait une chance d'être efficace, elle doit d'abord viser le déficit de l'enfant. Et pour cela, il faut une évaluation individuelle des déficits. Vous avez vu à quel point les aspects item et ordre peuvent être dissociés, ou même au sein des populations d'enfants dyslexiques. Et du coup, vous devez bien viser la composante qui est déficitaire. La difficulté, c'est qu'on a peu d'études de ce type auprès de l'enfant dyslexique. On a des études auprès de patients cérébrolésés. On a pu montrer qu'une rééducation plus spécifique sur les aspects sériels peut mener à des améliorations pour ces aspects-là. Et une rééducation plus axée sur les aspects item va bénéficier
surtout au maintien des aspects items, mais ce type d'étude, malheureusement, n'a pas encore été réalisé dans la dyslexie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la rééducation générale, avec des outils informatisés généraux, même si attractifs pour les enfants, ça ne marche pas. Par contre, je dis pas que la rééducation ne marche pas du tout, mais simplement on n'a pas encore mis en place suffisamment des études qui tiennent compte des déficits des enfants, des études avec des prises en charge suffisamment ciblées pour pouvoir dire si oui ou non la rééducation va être efficace. Mais en tout cas, si elle est efficace, elle ne peut être efficace qu'avec une rééducation ciblée. Très bien. Nous avons une question de Valérie qui nous demande quels sont les tests qui permettent de tester la mémoire sérielle. Et donc, ce sont les tests que j'ai présentés. C'est la course des animaux qui est disponible sur mon site. Vous pouvez aussi déjà avoir une indication simplement en regardant les erreurs que l'enfant fait. Donc, les enfants qui ont des problèmes plutôt item, et même les adultes, ils vont surtout faire beaucoup d'erreurs au niveau item. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ils vont rappeler moins de mots, ou les mots vont être mal prononcés, ou des mots proches, des mots ci vont être prononcés. Donc, il y aura des paraphasies phonologiques, il y aura des intrusions aussi. Par contre, les enfants qui vont avoir davantage de difficultés au niveau sériel, bah, ils vont faire plus d'erreurs au niveau sériel. C'est-à-dire, ils vont peut-être rappeler autant de mots qu'un autre enfant, mais surtout les mots vont être rappelés dans un ordre tout à fait erroné. Donc, regardez simplement le type d'erreur peut aussi déjà être informatif par rapport au type de déficit. Très bien. La question suivante nous vient de Julie, qui vous remercie déjà pour votre intervention. Elle dit que c'est un plaisir de vous écouter. Des études ont-elles mis en évidence que des patients présentant un déficit au niveau des épreuves de la mémoire de travail ont un trouble des apprentissages plus sévère? Justement, ça c'est effectivement une prédiction. En fait, ce qu'on sait, c'est de manière générale, plus les problèmes de la mémoire de travail sont importantes, plus l'enfant va être en situation de troubles des apprentissages. Tout à fait. Donc, il y a une équipe en Californie autour de Lee Swanson, il s'appelle, qui travaille beaucoup sur ces aspects-là et qui met clairement en relation effectivement l'ampleur des déficits de mémoire de travail, de manière générale, avec l'ampleur des troubles et des apprentissages. Par contre, effectivement, ce qui nous manque actuellement, c'est de savoir dans la dyslexie et dans la dyscalculie si les troubles de mémoire de travail sont présents. Est-ce que la dyslexie et la dyscalculie vont encore être plus importants? On pourrait faire la prédiction, étant donné qu'on sait chez l'enfant tout venant qu'il y a un lien entre capacité de lecture, capacité de calcul et mémoire de travail, surtout mémoire de travail sérielle, mais on doit encore formellement démontrer qu'un enfant dyslexique qui a un problème de mémoire de travail sériel sera encore plus dyslexique, entre guillemets, qu'un autre. Ceci dit, ça peut interagir avec les déficits phonologiques. Il suffit que le déficit phonologique soit très, très, très sévère pour que la dyslexie soit également très importante. Les deux interviennent, mais évidemment, on devrait prédire que s'il y a un déficit phonologique très sévère, un problème à travail sériel très sévère, c'est cet enfant-là qui devrait être le plus gravement dyslexique. Mais on n'a pas encore les preuves formelles pour ça. Très bien. La suite de la question de Julie est la suivante, mais vous y avez en grande partie répondu tout à l'heure. Par ailleurs, au regard des données actuelles, recommandez-vous de proposer une intervention au niveau du déficit de la mémoire de travail? Quelles sont les données actuelles? Peut-être, oui, juste pour répondre encore autrement sur cette question-là. Donc, j'ai déjà dit que les rééducations généralistes, les résultats sont extrêmement mitigés pour rester prudent dans ce que je dis. Voilà, une prise en charge plus ciblée devrait être plus efficace, mais bon, on ne sait pas encore. Mais justement, avec Sarah Wokori, on a lancé des études. On aura peut-être des réponses à cette
question. Par contre, ce qui est clair, c'est que la prise en charge doit aussi se faire au niveau des aménagements, c'est-à-dire on doit aussi tenir compte de ce qui peut être fait au niveau scolaire, de comment on peut aider l'enfant par des conseils qu'on lui donne en termes d'organisation de ces stratégies d'apprentissage à l'école. Par exemple, un enfant qui a du mal au niveau de la mémoire sérielle, ben, c'est un enfant aussi qui va avoir du mal à structurer l'information. Et donc là, l'aide, évidemment, va davantage consister aussi à lui donner des structures internes, à lui apprendre à structurer de l'information, à noter l'information de manière sérielle, à ne pas mettre les mots de manière aléatoire sur la feuille, mais d'organiser les mots de gauche à droite ou de haut en bas. Donc effectivement, la prise en charge doit aussi se faire au niveau des conseils, des aménagements mis en place au niveau scolaire. Et pour moi, à la limite, c'est même ce qu'il y a de plus urgent, de plus important à faire. C'est là où on va aider l'enfant le plus. Parce qu'on peut mettre en place, et surtout le plus rapidement. Parce qu'une rééducation, si elle marche, elle va avoir des effets seulement à moyen terme. Le temps que les capacités de mémoire de travail augmentent, si elles peuvent augmenter, bah voilà, ce sont des mois, voire peut-être des années. Or, l'enfant a besoin d'une aide immédiate et cette aide, on peut la lui donner de manière relativement efficace via les aménagements scolaires, surtout aussi via une bonne collaboration, une bonne compréhension mutuelle avec l'enseignant. Très bien. Sandrine nous demande de préciser la notion d'intelligence fluide dont vous avez parlé en début d'exposé. Donc, au niveau de l'intelligence, les psychologues ont tendance à distinguer deux formes d'intelligence, l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide, c'est tout ce qui est traitement direct, c'est-à-dire c'est la résolution de problèmes, ce sont les tests de performance, il faut détecter des stimuli cibles très rapidement, les tests du code dans la WISE par exemple et dans la WISC. Et alors, l'intelligence cristallisée, c'est l'intelligence qui s'est accumulée. Ce sont vos connaissances, lexico-sémantiques, vos connaissances de vocabulaire, vos connaissances sur le monde, vos habiletés. L'intelligence cristallisée sont ces aspects-là. Merci, professeur Majorus. Donc, la question de médias revient. Une rééducation est-elle efficace dans ce contexte de trouble 10? Je ne sais pas si vous voulez à nouveau reprendre, mais ça fait un petit peu redite peut-être. Oui, je pense, tout à fait, oui. Alors, Yubna rebondissait sur la question d'Anthony. Pensez-vous donc qu'il est indispensable de compléter tous les bilans logopédiques par un bilan neuropsychologique en cas de dyslexie? En tout cas, il faut porter une attention particulière à la mémoire de travail, ça c'est clair. Si effectivement, via des tests rapides, style en pan de chiffres, répétition de normaux, on se rend compte, et ça serait que l'orthophoniste peut réaliser ce type d'examen, on se rend compte qu'il n'y a pas de difficultés majeures. Peut-être dans un premier temps, effectivement, on peut se dispenser d'un examen neuropsychologique plus approfondi. Mais bon, il faut savoir que la dyslexie, souvent, n'arrive pas seule. Elle arrive souvent accompagnée d'un problème de travail, souvent accompagnée de problèmes attentionnels aussi. Donc, un bilan neuropsychologique peut quand même s'avérer utile, surtout s'il s'avère que la prise en charge mis en place au niveau logopédique, voilà, on voit que l'enfant n'avance pas très rapidement, on se rend compte que l'enfant a du mal à apprendre à prendre des stratégies, à apprendre des informations issues de la rééducation, à simplement améliorer ses représentations phonologiques ou orthographiques. Là, il faut quand même se poser la question s'il n'y a pas des problèmes d'apprentissage plus généraux où la mémoire de travail pourrait avoir son rôle. Et donc, dans ce cas-là, un bilan neuropsychologique peut certainement être utile. Et par contre, si on voit tout de suite qu'il y a un problème de mémoire de travail, là, évidemment, il faut l'approfondir. Soit l'orthophoniste, soit un neuropsychologue, ou un neuropsychologue va pouvoir le faire. Très bien. Ne pourrait-on pas être sur des liens de relation et non de causalité entre mémoire de travail et troubles d'apprentissage, voire trouble développemental du langage? L'audio était un peu haché, donc je n'ai pas saisi parfaitement tout, mais donc c'est la question entre cause et conséquence.
entre dyslexie, mémoire de travail, etc. Donc, voilà, c'est évidemment toujours très difficile de complètement démêler ce qui cause, ce qui est conséquence. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Mais bon, il est sûr qu'un problème phonologique important va être une cause des troubles de la mémoire de travail, surtout au niveau du maintien item. Un enfant qui a du mal déjà à décoder juste correctement perceptuellement un mot, ben évidemment va avoir du mal aussi à le maintenir en mémoire de travail. Donc là, effectivement, le problème phonologiques associés à la dyslexie peuvent être une cause du problème de mémoire de travail. Les problèmes sériels semblent plus indépendants. Maintenant, lire au début, surtout, ça entraîne aussi les traitements séquentiels. Décoder un mot lettre par lettre, c'est travailler sériellement, c'est charger les informations de manière sérielle en mémoire de travail et les maintenir. Donc, il n'est pas exclu que l'activité de lecture en tant que telle entraîne aussi la mémoire de travail sérielle et que les déficits sériels observés dans la dyslexie soient peut-être en partie la conséquence aussi de la faiblesse de la lecture. Mais dans ce cas-là, on devrait observer un problème de la mémoire de travail sérielle important de manière beaucoup plus générale dans les dyslexie. Vous avez vu dans l'échantillon, il y a plus ou moins, donc la plupart des enfants ont des faiblesses, mais ceux qui ont vraiment des déficits importants, ben, c'est plus ou moins un quart de l'échantillon. Et que cet aspect-là soit uniquement la conséquence des problèmes de lecture et du manque d'expérience, d'entraînement de la mémoire de travail sérielle, j'ai plus de mal à croire à cet aspect-là. Donc, je dirais, pour résumer, oui, dyslexie et mémoire de travail, ben, les deux vont s'influencer mutuellement, certainement. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'une fois qu'un déficit de mémoire de travail est là, on peut dire qu'au moins fonctionnellement, il y a un déficit de mémoire de travail et il va perturber les apprentissages. Et donc, prise en charge à ce niveau-là est importante. Très bien, merci. Gaël demande ce que vous préconisez comme aménagement. Ben, les aménagements, j'en ai déjà parlé. Donc, les aménagements, en partie en tout cas, ben, c'est surtout en cas de problème sériel, ben, c'est donner à l'enfant une grille sérielle externe à laquelle il peut structurer les informations. Donc, par exemple, pour prendre ses notes, ben, lui donner des feuilles où les lignes sont numérotées. 1, 2, 3, 4. Et apprendre à l'enfant de noter chaque information de manière séparée dans l'ordre numérique pour organiser l'information de manière séquentielle. Donc, ça peut se faire avec des codes numériques, ça peut se faire avec des codes visuels aussi, ou des couleurs, simplement une sorte d'arc-en-ciel où on progresse dans les couleurs et l'idée étant que chaque information soit associée à une couleur différente, les couleurs évidemment étant organisées linéairement, ce qui permet de structurer l'information. Et du coup, l'enfant peut raccrocher dès qu'il enfant une information à une couleur donnée et chaque information successive peut être raccrochée à une couleur différente et ainsi il y a une structuration sérielle externe qui va se faire des informations. Donc ça, c'est un aménagement qui peut se faire au niveau sériel. C'est une aide qu'on peut donner à l'enfant, qui peut avoir avec lui tout le temps. Sinon, un autre aménagement, mais c'est surtout informer l'enseignant des difficultés de l'enfant, pour que l'enseignant prenne conscience des limitations de traitement d'information qui sont de toute façon vraies pour tout le monde. Simplement, les enfants dyslexiques ont encore plus de limitations que les enfants tout venant. Et là, ce qui est important, c'est que l'enseignant répète les informations, qu'il utilise des consignes qui sont simples, qui sont courtes, idéalement des consignes qui sont notées au tableau pour qu'elles soient présentes, pour que pendant l'exercice, l'enfant puisse revoir les consignes au cas où il les a oubliées. Donc voilà, il y a toute une série d'aménagements qui peuvent être faits simplement en rendant l'instituteur, l'institutrice consciente des limites, même je dirais naturelles de la mémoire de travail, pour qu'elle fasse attention à ce que l'information qui soit donnée soit la plus courte, la plus simple, la plus redondante, répétitive
possible. Et surtout, ne pas alourdir les informations de détails décoratifs inutiles. Donc souvent, au niveau pédagogique, on parle maintenant de tout ce qui est multimodal. Les enfants avec mémoire de travail, ça ne va pas les aider nécessairement parce qu'il y aura trop d'informations intégrées à gérer en même temps et ça va plutôt les perturber. Donc un autre conseil à donner, c'est privilégier des enseignements, des environnements scolaires qui sont calmes. C'est peut-être banal ce que je dis là, mais en me promenant moi-même dans des établissements scolaires, je me dis ah tiens c'est la pause et puis je me rends compte non c'est pas la pause, c'est l'activité scolaire habituelle. Il y a du bruit dans les classes. Je me dis comment est-ce que les enfants peuvent se focaliser sur l'information cible, et un enfant dyslexique avec un problème de travail lui va être complètement perdu dans ce type d'environnement. Donc un autre aménagement, c'est surtout veiller à un environnement scolaire aussi structuré et surtout où il y a le moins de distracteurs possible et surtout aussi où il y a un calme général qui permet un apprentissage dans un environnement serein où l'enfant ne doit pas déjà investir toutes ses ressources de contrôle attentionnel juste pour bloquer les distracteurs auditifs autour de lui. Merci beaucoup, professeur Majerus. Il est 19h00 et nous avons l'habitude d'être ponctuels. Donc malheureusement, désolé, on ne va pas pouvoir répondre aux dernières questions qui restent et qui sont tout aussi intéressantes que les précédentes. Il nous reste à vous remercier, professeur, pour ce moment passé. C'était passionnant. Et bien entendu, remercier également les participants. Merci pour votre fidélité, vos questions et l'engagement que vous donnez dans tous ces moments. Prochain webinaire à ne pas rater, notez dans vos agendas le 17 novembre à 18h. Jacques Grégoire, encore un Belge, viendra nous parler de psychométrie informatisée. Jacques Grégoire est un expert également d'envergure internationale. Beaucoup d'entre nous le connaissent bien, car c'est une référence incontournable en psychométrie. Et ce webinaire sera animé par notre super expert et ami Antoine Tanet. Voilà, merci encore professeur. On vous laisse à votre vie. À très bientôt et on vous dit à tous rendez-vous donc en novembre prochain, précisément